Aïssata Fofana du groupe de presse Chérie FMTA TV. Ma question c'est de connaître les enjeux de ces deux rapports. En plus de cela, au niveau de la commission victime, est-ce que des réparations sont prises en compte, que ce soit des réparations morales ou financières? Est-ce que c'est pris en compte dans le rapport au niveau des victimes? Je crois que cette question s'adresse beaucoup plus au président de la commission victime. Je réponds à votre question par le oui, sinon ça n'aurait pas été utile de nous mettre à l'œuvre pour élaborer un tel travail si le fruit ne serait pas mis en application. Lorsque vous aurez à votre portée ce rapport, qui n'est qu'un commencement ou un début, puisque d'autres vont être chargés de l'enrichir, nous avons fait des propositions au garde des Sceaux d'indemnisation. Et je crois que c'est dans le souci de l'indemnisation que la commission a été créée. Ma commission s'appelle particulièrement commission victime. De ce côté-là, nous avons étayé plusieurs types de victimes. Nous avons fait une typologie de victimes que je n'ai pas jugé utile d'élucider. Il y a des victimes qui ont été atteintes de violations graves et même d'organes génitaux. Vous avez des victimes d'autres crimes. Vous avez les ayants droit, vous avez les victimes ordinaires et vous avez aussi, pourquoi pas, le lot de victimes politiques. Mais toutes les catégories de victimes ont été recensées dans la typologie qu'on appelle la classification des victimes. Rassurez-vous, madame ou mademoiselle Fofana, que vos inquiétudes ont été prises en compte dans le rapport. Je crois qu'une partie de la question de madame peut être répondue par le garde des Sceaux. C'était la première partie de cette question en ce qui concerne les enjeux. Je vous passe la parole, monsieur le ministre d'État. Voilà, et cette question est assez pertinente. On ne peut pas parler de victimes sans parler d'indemnisation. Donc, madame la journaliste, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Alors, je vais être assez direct avec vous. Bien entendu, le rapport fait des recommandations dans le sens de l'indemnisation. Je voudrais simplement rajouter que l'indemnisation est inhérente et liée intrinsèquement à la situation in concreto des victimes. On ne peut pas venir gloser ici simplement sur le statut des victimes pour nous faire plaisir. Donc le subséquent, c'est effectivement l'indemnisation. Alors, il y a l'exemple, c'est cité dans le rapport, il y a l'exemple de Burundi où l'indemnisation a été collective. Il y a d'autres exemples en Afrique. Il y a l'exemple malien qu'on va essayer d'appliquer sur les victimes des événements du 28 septembre 2009 où, comme vous savez, les victimes des événements du Mali en 1991, à la chute de Moussa Traoré, un organisme spécifique de l'ONU a permis d'indemniser les victimes avant même le procès. Donc c'est prévu effectivement dans la charte et on a demandé cette applicabilité en ce qui concerne la Guinée. Ça c'est un exemple. Autre exemple, effectivement, quand on va faire l'éventail des victimes, l'État prendra ses responsabilités par rapport à ça. Mais je vous rassure, c'est prévu. Merci. Nous allons peut-être changer de méthodologie. Les journalistes vont poser toutes les questions. Après, vous allez noter ces questions et après vous allez répondre à ces questions. C'est Mansaré Mohamed Lamine de la radio Soleil FM. Ma question s'adresse non seulement aux deux exposants, mais aussi plus particulièrement à monsieur le ministre. D'après mes constats, l'injustice accouche toujours l'injustice parce qu'en Guinée, le plus souvent, si vous êtes avec un citoyen lambda dans le quartier, il te dit je ne vais pas porter plainte parce que si vous partez c'est la corruption. Si j'ai pas quelqu'un qui puisse me couvrir, je n'aurai pas raison. Alors à ce jour, il y a un problème crucial qui se pose, c'est la problématique des enquêtes. Lorsqu'il y a une atrocité, lorsqu'il y a quelque chose qui est produit, les autorités nous disent on a ouvert des enquêtes et ce sont des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Tout au début, on nous dit, mais il n'y a plus d'événementiel pour annoncer, n'est-ce pas, l'aboutissement de ces enquêtes. À ce jour, j'aimerais savoir si ces deux commissions qui ont travaillé sur ces thématiques-là se sont intéressés aussi à cette problématique pour faire la lumière là-dessus pour que les enquêtes puissent prochainement aboutir au point final. Au-delà de ça, il y a un problème d'entretien des détenus dans les prisons. J'ai fait récemment un tour à la prison centrale de Tindia, mais je me suis dit que les agents qui y sont n'ont pas véritablement la notion ou la formation pour savoir comment il faut respecter le droit d'un détenu. Cela se pose aujourd'hui comme problème. Alors, est-ce qu'au niveau du ministère de la Justice, vous avez préconisé quelque chose pour rehausser le niveau de ces agents afin qu'ils puissent savoir
C'est quoi le droit, c'est quoi le devoir? Je vais répondre par le premier intervenant. Je pense que quand vous venez à une cérémonie, il faut avoir le minimum d'écoute. Si vous avez écouté le ministre d'État, c'est une cérémonie où la commission privée et la commission victime nous remettent le rapport. Il n'est pas question aujourd'hui d'entrer dans les détails. Il appartiendra au ministre d'État d'organiser des séances pour vous présenter en profondeur l'ensemble de ces rapports. En ce qui concerne le rapport de la commission prison, le titre c'est très simple, c'est la Guinée face à ses prisons. Vous avez tout ce que vous évoquez dedans. Mais il appartient au ministre d'État, parce que moi je suis quelqu'un de légaliste. On m'a dit de venir présenter le rapport, je présente. Ça s'arrête là. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Le ministre organisera une séance d'explication avec la presse pour rentrer en détail sur le rapport. Pour ce qui concerne les prisons, je réponds aussi à votre question. La commission a fait l'ensemble des 31 prisons. On a tout identifié, on a fait des recommandations sur chaque problème. Donc le ministre, au cours d'une conférence de presse, entrera dans le détail de ce rapport et je pense que vous serez satisfait de ce réponse. Merci. Je commencerai par vous dire de m'excuser du laïus. C'est pas avec gaieté de cœur que j'ai dit que les événements du 28 septembre étaient un événement triste par son horreur. C'est ce que j'ai pas dit. Par l'ampleur de la gravité rarissime, puisque les crimes les plus horribles aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale, c'est les viols, les crimes sexuels. Et on en est arrivé là, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée. Comment voulez-vous que je ne dise pas alors que ce soit tristement célèbre? Excusez-moi, encore une fois, prenez ça hors micro. La deuxième problématique, vous avez parlé tout à l'heure de la garde à vue et du reste. Je vous rassure, et comme Barry a dit tout à l'heure, je ne vais pas me dégager de la politique de ne pas vous présenter le contenu du texte. Mais l'un de nos problèmes, c'est le rôle des procureurs lorsqu'ils reçoivent des plaintes, que les plaintes soient instruites et que la procédure suive son cours sans jamais être interrompue. Voilà, le ministre vous livrera le reste, mais nous avons donné tout un panoplie de recommandations. Il ne nous appartient pas, comme le dirait Aliou Barry, de rentrer dans le détail et je crois que la suite de la réponse appartiendrait au garde des Sceaux, ministre d'État de la Justice, et je vous en prie. Moi, c'est Yamila Tangelba de l'NCFM. Je voudrais poser la question à Maître Kaba. Il a parlé du 28 septembre. Je voudrais savoir où nous en sommes avec ce dossier, même si vous dites que vous ne pouvez pas trop parler. La procureure de la CPI avait menacé quelques mois avant de se saisir le dossier si l'État guinéen ne faisait rien. Et je voudrais poser une question à Maître Cheikh Sako. C'est pas dans le cadre, bien sûr, mais c'est l'actualité. Le gouvernement avait demandé aux opposants de proposer une date à compte. C'est l'actualité. D'accord, je la garde. Les journalistes auront la latitude de poser les questions au ministre de la Justice. Pour le moment, je voudrais que vous vous focalisez sur les questions aux deux présidents de commission. Mais après, vous avez toute la latitude de poser toute question qui vous intéresse. S'il vous plaît, M. Kaba. Oui, mais je crois qu'elle a bien posé sa question, mais elle se trompe de destination. Il ne m'appartient pas de répondre à celle-là, c'est au garde des Sceaux. Je vous en prie, merci. D'accord, le garde des Sceaux, certainement, quand il sera dans sa conférence de presse, répondra. Est-ce qu'il a d'autres questions? Yannis Saoudia de Nostalgie. Ah oui, il doit maîtriser. Désolé. Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur le ministre. Je voudrais savoir, après la publication de ces deux rapports, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape. Il y a bonjour, je suis Diaola Boya Bari du groupe L'Influence. Donc, ma question c'est de savoir, est-ce que, parce qu'on a parlé de volet réparation, est-ce que le volet punition aussi a été prise en compte? Maître Kaba a expliqué ici largement que l'un des problèmes de la Guinée, c'est l'impunité. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que vous avez suggéré pour, disons, la punition de ces exactions? Je vous remercie. Oui, on dit victime, mais je crois qu'il y a une procédure de l'imputabilité de la responsabilité. Le droit civil a ses règles. On peut être victime, mais victime de quoi et de qui? Quand on est victime, il faut pouvoir d'abord établir, il faut l'existence du préjudice, il faut quelqu'un à qui le préjudice est imputable
et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre ces éléments du droit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut prouver que vous avez été victime de quelque chose et à partir de là, la règle de l'indemnisation s'impose. Et donc, nous avons une partie de la problématique qui est l'imputabilité de la responsabilité avant l'indemnisation, mais une fois que cela est établi, que les corrélations là sont établies, en ce moment-là, vous pouvez avoir droit. Je crois que le fait de nous avoir fait, ça c'est la parenthèse, le fait de nous avoir soumis à ces épreuves assez périlleuses, c'est dans le souci, je crois, de régler les problèmes et pour qu'il y ait la paix et la cohésion dans ce pays. Et je pense qu'on est en voie de réparation des préjudices causés pour rétablir les êtres humains dans leur dignité et les réinsérer également dans la société pour qu'il y ait la paix et la cohésion sociale afin que nous puissions avoir le développement auquel la Guinée aspire tant. Je vous remercie. Monsieur Boubacar Louda, africaguinée.com. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Monsieur le ministre, après les recommandations faites par ces commissions-là, quelle garantie vous les donnez quant à leur applicabilité? Merci. Voilà, je crois que c'était le dernier parmi les 5 journalistes à poser des questions. Bon, le 6e pourra poser et puis on arrête à ça puisque vous aurez des questions à poser au ministre de la Justice. Ce n'est pas une restriction, ce sont les questions à poser aux deux. Allez-y, allez-y. Vous êtes déjà passé. Oui, une précision. C'est par rapport au lien que vous faites avec la commission récemment mise en place par le président de la République, co-présidée par les 2 leaders religieux, Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam. Est-ce que, tel que le disent certains, ce sera une vérité, justice, réconciliation, ou une justice simplement, réconciliation? Des deux, laquelle vous avez préconisé? Merci. Si Ben Oumar Silla du groupe Évasion Guinée, ma question s'adresse aux 2 présidents de commission. Est-ce que votre travail a pris en compte nos compatriotes emprisonnés à l'étranger? Vous avez la parole si vous avez une réponse à donner au destin. Ben, je n'ai pas l'habitude de me débiner, mais je crois que la question là aussi ne m'est pas destinée, c'est au garde des Sceaux, je vous en prie. Monsieur Barry n'a pas de réponse. Monsieur le garde des Sceaux, on vous renvoie toutes les questions finalement. J'ai noté quelques questions, donc je vais répondre aux questions qui ont été notées et ensuite vous pourriez compléter. Je commencerai par les questions donc, qui ont un lien avec le travail de ces 2 commissions. Alors, il y a une question qui portait sur l'applicabilité du contenu de ces 2 rapports. Je l'ai dit tout à l'heure en liminaire, en introduction, que ces rapports étaient destinés à la fois à l'exécutif, la primature essentiellement pour information au président de la République, la primature parce qu'il faudrait éventuellement qu'il demande à certains ministres concernés peu ou prou par la situation de s'y engager. Mais ces 2 rapports sont destinés aussi et surtout à l'Assemblée nationale. Et je crois que certains journalistes l'oublient, n'en déplaise à certains, on est en démocratie en Guinée. Pour la simple raison qu'il y a un pouvoir judiciaire qui a toujours existé dans ce pays, qu'on peut critiquer, mais ça a toujours existé. Il y a un pouvoir exécutif qui a toujours existé aussi, depuis 1958. Mais, voyez-vous, le pouvoir législatif a été par à-coup dans notre pays. Il y a des moments où il n'y avait pas de législatif. Donc actuellement, on a un parlement, on a des députés de forces politiques différentes, on a des groupes parlementaires. Donc le rapport va être destiné à nos élus nationaux. Et moi, je leur dirai ce que j'attends d'eux. Dans la recommandation, il y a des éléments qui peuvent utiliser, puisqu'il y a des commissions de travail, comme vous savez, au niveau du Parlement, donc ils pourront utiliser à bon escient. Mais là, ce n'est pas notre travail. Notre travail au niveau du ministère de la Justice, c'est d'apporter la matière aux députés pour qu'ils en utilisent pour le bien-être de la population. Après, ne nous demandez pas plus. Et je rebondis sur une autre question, sur la dichotomie entre ces 2 commissions techniques, ministérielles, je précise, et la Commission nationale de réconciliation, de vérité, etc. Vous avez écouté le président de la République il y a une semaine au Palais du Peuple. Quand pour la première fois dans notre pays, on a parlé de charnier. Il faut quand même que les choses soient dites dans ce pays. Il y a des Guinéens qui ont été tués et enterrés en catimini dans notre pays. Alors quand un président de la République le dit pour la première fois, moi j'ai eu des coups de téléphone de nos compatriotes vivants
en Europe, aux États-Unis ou en France. Donc certains se passent sur la même longueur politique que le président de la République. Moi je l'ai dit ce que je pensais aussi de cette déclaration. En tant que garde des choses, je l'ai salué. Parce que dans ce pays, il faut quand même dire les choses. Alors, ça c'est au niveau national, cette commission nationale de réconciliation et de vérité. Alors, je rassure celui qui a posé la question, le droit n'est pas absent dans cette commission, puisqu'on va nous demander à un moment donné, en tout cas nous la justice, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui existe en Afrique du Sud, qui existe au Maroc, qui existe au Mali, qui a été un échec en Tunisie. Mais pourquoi ne pas l'expérimenter en Guinée? Alors c'est une piste que je vous donne. Donc en temps opportun, j'en parlerai avec les deux présidents de cette commission. Donc la justice apportera donc son apport par rapport à ça. Toujours par rapport au rapport, on va aussi poser une question sur la prochaine étape. Donc je viens d'y répondre. La prochaine étape, effectivement, c'est l'applicabilité. Nous on a mis 8 mois, 9 mois pour réfléchir et pour proposer. L'exécutif, mais surtout le législatif peut en servir à bon escient, sans rendre compte à personne. J'ai remarqué que dans les commissions parlementaires, tout groupe politique confondu, on a des députés qui font un bon travail au sein des commissions. Donc on va leur donner ces deux rapports pour qu'ils proposent éventuellement des propositions de loi et que toute la Guinée le sache. Une question sur les événements du 28 septembre 2009. Un seul mot, la procédure continue. La procédure, on s'avance vers la fin maintenant, je vous rassure. Quasiment toutes les victimes ont été auditionnées. Toutes les personnes impliquées également, sauf ceux qui sont à l'étranger. L'ancien président militaire, M. Camara, a été auditionné à Ouagadougou. Je pense que tout le monde le sait. Donc, l'ancien président de la transition également, on a demandé à l'auditionner. On ira le voir là où il est. Il dira ce qu'il a à dire là-dessus. Quant à M. Diakité Toumba, on ne sait pas où il est, mais une commission rogatoire a été également lancée. Donc, en tant que garde des Sceaux et la justice, on fait notre travail dans ce dossier. Donc, on arrive vers la fin, et je profite de cette antenne pour dire que M. Cellou Dalein Diallo, en tant que victime, j'insiste là-dessus, a été entendu par les juges il y a 1 semaine ou 10 jours, il y a 2 semaines. Je l'en remercie. C'est très important pour l'avancée, la vérité dans ce dossier. Il faut que les victimes disent ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu. C'est la dernière personnalité à être entendue comme victime. Donc ça veut dire que toutes les personnalités ont été entendues. Donc vous voyez que le dossier tire vers sa fin. J'espère que d'ici fin juin, début juillet, on aura au moins fini avec l'instruction. Après, il restera la seconde étape qui est le jugement. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent que la justice croise les bras, ils font rien. On a 3 magistrats valeureux sur ce dossier depuis 4 ans et demi. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Quand les magistrats sont menacés peu ou prou parce qu'ils font leur travail, quand des apprentis sortis dans ce pays jettent l'anathème sur la justice, c'est pas facile pour les magistrats. Il faut que les politiques nous entendent aussi et qu'on nous laisse travailler. Alors il y a quelqu'un qui a posé une question, j'avais oublié, sur le statut sur les agents pénitentiaires. Bien entendu, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'administration pénitentiaire. M. Barry et sa commission ont fait une analyse substantielle sur cette question. Il y a eu des propositions. Je dirais simplement que concernant ces agents-là, on est en train de travailler sur leur évaluation dans le cadre du PARJU, le programme de réforme de la justice, où on est assisté par l'Union européenne. On a reçu donc 4 experts actuellement, dont un spécialement sur l'administration pénitentiaire. On va évaluer effectivement les agents pénitentiaires. On va extirper ceux qui ne servent à rien ou ceux qui ne font rien, puisqu'il faut savoir quand même que dans notre pays, à un moment donné de l'histoire de ce pays, il y a un ministre de la Justice qui a recruté n'importe comment des agents pénitentiaires. Il faut le dire. Je ne vais pas citer le ministre, mais vous le connaissez. Hein? Donc à un moment donné, il faut que chacun assume ses responsabilités. Hein? Alors, le ministre n'est plus de ce monde, mais on est en train de reparler les dégâts qu'il a fait. Il y a une question qui portait sur les accords politiques. Voyez-vous, il y a eu des accords politiques en 2013, juillet 2013. Moi, je n'étais pas en Guinée, j'étais à l'étranger. Je suis rentré qu'en janvier 2014. Mon collègue, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État aux Affaires étrangères, M. Fall, qui a présidé les accords, il s'en est expliqué dans la presse il y a quelques jours, vous l'avez lu. Il y a eu le résultat de ces accords politiques, bien entendu. Et précisément, les accords, la discussion sur les accords politiques de 2014 portait sur l'applicabilité des accords signés en 2013. J'ai eu l'honneur de présider les accords de juillet 2014 avec 4 autres membres du gouvernement, avec les 2
facilitateurs qui étaient déjà là en 2013, mais sans la communauté internationale. C'est ce qu'on a souhaité. Il faudrait que les Guinéens puissent discuter entre eux. Si par impossible on n'arrivait pas à trouver un accord, bien entendu la communauté internationale interviendra. Ça aussi il faut que ça soit clair. Mais il n'y a absolument pas de raison qu'on ne puisse pas se mettre à une table, discuter avec des points bien précis. À ce sujet, j'ai adressé aux différentes parties, il y a une semaine, c'était vendredi dernier, un courrier où j'invitais les parties à reprendre la discussion suite au passage de Mme Michaël Jean, qui est la secrétaire générale de l'OIF, la francophonie. J'ai essayé de rester sous la légalité stricte, encore une fois. J'ai adressé un courrier au chef de file de l'opposition, M. Selou Dalen Diallo, avec copie à M. Aboubacar Silla, qui est le porte-parole de l'opposition parlementaire. J'ai adressé le même courrier, le même contenu à Mme Nantou Chérif Haïdara, et le chef de file de la mouvance présidentielle. Et j'ai fait un rajout, j'ai adressé un courrier aux représentants de l'opposition non parlementaire, et M. Boubacar Bari. On ne peut pas les exclure non plus. Ils ont leur mot à dire. Donc l'invitation est partie. Il appartiendra à chaque parti d'y répondre. Je sais que l'opposition parlementaire a déjà répondu par voie de presse, mais je n'ai pas reçu encore leur réponse. Donc je ne vais pas m'exprimer sur les réponses que j'ai lues moi-même dans la presse. On est en République, on est dans une situation de droit. Quand je recevrai la réponse de l'opposition avec les arguments qui s'y est, je répondrai. Mais sur cette question, encore une fois, j'invite toutes les parties et surtout l'opposition parlementaire dans ce pays à venir aux discussions. Concernant les relevés de conclusion, c'est l'une de leurs conditions. Ma foi, ça n'a pas été signé, ils ont tout à fait raison, ça n'a pas été signé, mais pourquoi on ne le signera pas maintenant si on met tout sur la table? C'est une de leurs revendications. La deuxième revendication, les accords de 2013, M. Fall assurément a répondu. Là aussi, on peut disséquer ces accords-là. Ça a déjà été fait. On peut les reprendre. Mais les circonstances que deux accords ont été signés, un accord officiellement avec tout le monde, y compris le gouvernement et la communauté internationale, et j'ai cru comprendre qu'un autre accord a été signé entre la mouvance, l'opposition et uniquement les deux facilitateurs, sans le gouvernement, je dirais en catimini, ça pose quelques problèmes. C'est dans ce second accord qu'on parle le communal. Dans le premier, on n'en parle pas. Donc vous voyez un peu la difficulté de la situation. En se réunissant, on peut mettre tout ça au clair et discuter. Mais s'ils refusent de venir dans la discussion, puisqu'il y aura les journalistes où seraient présents, on pourra clarifier certains points. Ça évite aussi de se regarder en chien de faïence, de mettre les cartes sous table. Ça, c'est ma position en tant que ministre de la Justice sur cette question. Si vous avez d'autres questions, pour terminer, 3 ou 4 questions. Maintenant, vous pouvez poser d'autres questions sans restriction, mais sans restriction. Le ministre n'est pas là pour éluder les questions, pour que nous puissions clôturer cette présentation. Merci. Bonjour, c'est Oumou Diallo de la télévision DTV. Voilà, le week-end dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu une conférence de presse dans laquelle il a affirmé qu'il y a 4 présumés de l'assassinat de Thierno Aliou Diaoné qui ont été arrêtés et qui se trouvent maintenant là aux mains de la justice. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? Bonjour, je reviens. Monsieur le ministre, c'est par rapport toujours aux accords politiques de juillet dernier. Vous dites que pourquoi on ne signerait pas le relevé de conclusion. Alors pourquoi on ne l'entend pas signer jusque-là? C'est la première question. Vous avez été le président des dialogues. Au début, la classe politique, notamment l'opposition, communément, vous a apprécié, parce que ça m'a surpris, même Fayad Dimono a apprécié le président des accords. Et par après, on avait tendance à vous désavouer, parce qu'on a dit que monsieur le ministre avait reçu une pression de la part de l'exécutif. Est-ce que vous confirmez que l'exécutif vous a mis la pression pour faire un revirement? Et ensuite, dernière question, l'opposition entend demain faire observer une journée d'une manque en Guinée. Qu'est-ce que vous, en tant que président de ces accords-là, vous en dites? Et la dernière question, c'est autour des tribunaux. J'ai été récemment à Gawal, j'ai fait une tournée à Gawal et à Koundara. Depuis 2006, à l'issue des événements que la Guinée a connus, les différents tribunaux ont été tous détruits et jusque-là, aucun acte n'est posé pour les réhabiliter. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes ici à la cour d'appel de Conakry, on voit les conditions dans lesquelles nous travaillons. Qu'est-ce que le ministère de la Justice fait pour réhabiliter les différents tribunaux de Conakry?
et de la Guinée. Merci. Encore Ben Omar Silla. Monsieur le ministre, lors de votre passage à l'Assemblée, vous avez parlé des démarches que vous suivez pour régler ou bien libérer nos compatriotes emprisonnés à l'étranger. Quel est le niveau d'évolution de ce dossier aujourd'hui? Ensuite, pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas en Guinée? Récemment, à la case Bellevue, vous avez parlé de votre position, comme quoi vous êtes content de la situation salariale des magistrats. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ou bien on se limite seulement au matériel pour parler de l'indépendance, ou bien de l'indépendance de la justice ou des magistrats guinéens? Je vous remercie. Voilà. Je reviens sur une question. Vous êtes aujourd'hui, monsieur le ministre Garde des Sceaux, le garant de la quiétude sociale en Guinée, parce que qui parle de justice parle de la paix. Mais à ce jour, j'ai l'impression que les justiciers guinéens sont en train de piétiner ce qu'on appelle le droit. Depuis pratiquement 2013, ou s'il faut dire 2008, on ne parle que de consensus, et ce que dit le droit, ce que dit la loi, est négligé par ceux qui sont au sommet. Je vais parler notamment de ces accords. Vous, en tant qu'homme de justice, en tant que ministre de la Justice, qu'est-ce que vous préconisez, n'est-ce pas, pour que la justice soit respectée et que chacun soit rétabli dans ses droits? Parce que j'ai l'impression que si nous continuons dans ce sens-là, on ne va pas s'en sortir. C'est consensus, consensus. Au-delà de ça, aujourd'hui, je me demande bien comment se passe la complicité ou le travail entre les magistrats guinéens et les autorités militaires et sécuritaires, je vais dire, parce que souvent, quand il y a un crime, les gendarmes, les policiers font leur effort et ils parviennent à mettre main sur les malfaiteurs. Mais une fois mis à la disposition de la justice, le lendemain ou quelques mois après, vous retrouvez le même malfaiteur dans la rue. Alors, nous avons eu la chance ou l'occasion de rencontrer certains gendarmes qui nous disent, ce sont les magistrats qui nous fatiguent, parce que quand on met à leur disposition les malfaiteurs, finalement, on retrouve ces mêmes malfaiteurs dans la rue. Quelle lecture faites-vous de cette situation, monsieur le ministre? Je crois que les questions sont terminées, monsieur le ministre. Vous avez la parole. Je vais commencer par la dernière. Monsieur le journaliste, vous faites une petite confusion quand vous faites la dichotomie entre justice et accord politique. C'est deux choses différentes. Absolument. Vous parlez de consensus. Il faut du consensus chez nous sur certaines questions. La démocratie, c'est aussi le consensus. Je dis bien sur certaines questions. Je ne parle pas de consensus mou. Alors, vous dites que le ministre de la Justice est le garant, effectivement, de la quiétude sociale dans le pays. Bien entendu. Vous savez, chaque fois que je prends la parole publiquement, je n'arrête pas de rabâcher le respect de la loi, le respect de la légalité, le respect des normes, le respect des textes. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça dans notre pays, on va tourner en rond. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour nous, les gouvernants, c'est valable pour ceux qui sont dans l'opposition, c'est valable pour le citoyen lambda. Le magistrat, il n'invente rien. Le magistrat ne fait pas de la divination. Le magistrat est saisi sur une situation in concreto, il a des textes et il essaie d'appliquer ces textes par rapport à la situation qui lui est soumise. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit ici, mais il faudrait aussi respecter cette subjectivité. Vous avez fait un lien aussi entre la sécurité et la justice. Alors, c'est vrai que c'est deux binômes qui vont ensemble, mais qui sont quand même différents. La justice intervient toujours après. La sécurité fait son travail et ensuite saisit la justice. Mais si vous dites que quelqu'un de la sécurité, c'est vous ou la question d'avant, quand certains malfrats sont arrêtés, la sécurité, la police fait son travail, dès lors qu'ils sont déférés devant la justice, ils sont libérés. Alors faites attention à ce que vous dites, parce que vous les journalistes, vous avez aussi une responsabilité. Vous savez, en démocratie, tout le monde a des responsabilités, et surtout la presse. Parce que si vous dites n'importe quoi, c'est relayé. Vous pouvez changer ce que vous avez dit, si vous êtes trompé. Mais justement, évitez de ne pas dire n'importe quoi. Parce que chez les politiques, on dit n'importe quoi. Chez les citoyens moyens aussi. Mais le journaliste, c'est ma conception, n'a pas à dire n'importe quoi, et il faut faire extrêmement attention, parce que, en tout cas, depuis très peu de temps, on ne peut pas dire que la justice a libéré des gens qui ont été arrêtés par la sécurité. Alors, je rebondis sur la première question qui a été posée et qui a un lien avec l'assassinat de l'ancien ministre de la Jeunesse pendant la transition. Mon collègue de la sécurité a fait une conférence de presse, c'est vrai, mais je pense que vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit pendant sa conférence de presse. Il a dit que les présumés assassins, on ne peut pas dire que quelqu'un est assassin, il y a la présomption d'innocence, faites extrêmement attention. Donc les présumés assassins de l'ancien ministre de la Jeunesse
été interpellés, sont actuellement détenus. Il n'a pas dit qu'ils sont dans les mains de la justice. En tout cas, aujourd'hui, ils n'ont pas été déférés devant la justice. Ça, je vous le dis solennellement. Tant que quelqu'un arrêté n'est pas déféré devant la justice, on ne peut pas jeter la pierre à la justice. Donc, vous voyez votre responsabilité, les journalistes. Donc, faites extrêmement attention. La police a un travail à faire, la gendarmerie a un travail à faire qui est préalable. Une fois que c'est ficelé, on saisit la justice. C'est là où ma responsabilité intervient, moi et le parquet général de ce pays. Dans le cas d'espèce, la justice n'a pas été saisie sur ce cas précis. Donc, si mon collègue de la sécurité dit qu'ils ont été interpellés, donc ils sont dans les mains de la police. Vous savez bien qu'on peut rester en prison pendant longtemps, le temps que la police fasse des investigations avant de déférer les personnes devant la justice. Sur les accords politiques, effectivement, il y a eu un relevé de conclusion. Vous savez, moi je suis à l'aise parce que je ne me ferai pas instrumentaliser par personne dans notre pays. Ça, je le dis pour que ça soit entendu. On m'a fait confiance pour me confier ce ministère. En mon âme et conscience, je ferai mon travail autant où je vais rester à ce ministère. Quand on m'a confié la responsabilité de présider le débat politique, la discussion politique, le Premier ministre savait ce qu'il faisait, puisque le ministre des Affaires étrangères qui présidait les discussions de 2013 était souvent absent de Guinée. En tout cas, le Premier ministre pourtant me l'a confié. Je l'ai accepté, c'est un honneur qu'on m'a fait, mais j'ai essayé de présider cette discussion politique avec professionnalisme et surtout avec impartialité. Vous avez cité certains opposants politiques qui ont dit ce qu'ils pensaient, la manière comment le débat ont été mené. Je pense que certains journalistes étaient là. Maintenant, à la fin des 3 jours de conclusion et de discussion, les conclusions n'ont pas été signées. Vous savez, faites extrêmement attention, on ne peut pas envoyer la balle qu'à un camp contre un autre. Il y a quelques mois, j'ai fait une interview où j'ai dit que chacun a une part de responsabilité, y compris moi-même, puisque je n'ai pas insisté sur certains points. Donc, si l'opposition républicaine souhaite la signature de ce relevé de conclusion, je leur demande de se réunir pour mettre sur le plateau tous les points qu'ils souhaitent en discuter. On reviendra sur ces accords-là, bien entendu. Et là, on prendra le pays à témoin. Mais la politique, la chose vide, c'est certainement pas une bonne solution. Quant à ma situation personnelle, ça n'a pas d'importance. Je suis un Guinéen parmi tant d'autres. Pour l'instant, on me demande de présider ce dialogue, ce que je vais faire, mais après moi, ça sera quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai même demandé à être remplacé. Donc je vous mets à l'aise, je ne cours pas après ça. Il y a un nouveau ministre d'administration de territoire, il pourra me remplacer s'il le souhaite. Et puis, moi, je vais m'occuper que de la justice. Mais quand on me demande de m'occuper d'un problème, je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités, je le fais. Et je dis solennellement à l'opposition parlementaire de notre pays qu'il faut qu'ils répondent favorablement à l'invitation que j'ai lancée et jugeront sur pièce les conditions qu'ils ont mises pour ne pas accepter de venir. Je pense qu'on peut les purger en attendant d'avoir leur courrier. Une question a été posée sur les prisonniers à l'étranger. Vous savez, on n'oublie pas nos compatriotes qui sont en prison à l'étranger. J'avais parlé il y a quelques mois d'une compatriote, une nommée Madame Diallo, qui est détenue en Afrique du Sud depuis 3 ans maintenant. Et lors de mon passage en Afrique du Sud en avril 2014, on m'avait fait part de ce cas. J'ai tout fait pour avoir le jugement, pour savoir pourquoi la compatriote était emprisonnée. Et j'ai pu faire traduire le jugement. Donc, j'ai su pourquoi elle était emprisonnée. Alors, en fonction du motif d'emprisonnement, on peut facilement négocier avec les autorités étrangères pour que le compatriote au moins puisse purger une partie de sa peine en Guinée. Donc la compatriote en question a pris 14 ans de prison pour des faits de drogue. Et donc dans tous les pays du monde, quand c'est des situations de crime ou des situations de drogue dans certains pays, il est difficile d'extirper la personne en question pour qu'elle vienne purger sa peine dans le pays. Il n'y a pas de convention entre la Guinée et l'Afrique du Sud, mais il y a des jugeages internationaux qui permettront effectivement qu'elle vienne purger une partie de sa peine en Guinée. Donc nous y travaillons dessus. Quant à d'autres pays comme le Maroc, la plupart des Guinéens qui sont emprisonnés au Maroc, c'est souvent pour séjour irrégulier ou en tout cas tentative de partir en Europe, et pour certains pour des infractions mineures. Souvent ils font la peine, ils font leur peine, certains sont renvoyés en Guinée, certains même restent au Maroc. Là, quelqu'un qui est condamné à 6 mois, même à 1 an, s'il est avéré qu'il a commis des infractions à l'étranger, il faut aussi qu'il purge les peines là-bas. Ce qui est plus grave, c'est quand on a des informations sur la condamnation d'un ou d'une compatriote à l'étranger sur des faits qui sont contestables. Et là, je vous donne l'assurance, le ministère va s'y engager à fond. Le Maroc, le Mali et le Sénégal, c'est pareil. On a beaucoup de compatriotes en prison à Bamako, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Chaque fois que je vais dans un pays d'Afrique,
Afrique, je demande la liste des Guinéens qui sont emprisonnés. Donc j'ai la liste des compatriotes qui sont emprisonnés à Bamako, en Côte d'Ivoire il y a encore 3 semaines j'y étais, et au Sénégal. Donc on y travaille dessus. Je vous rassure sur ce point. Sur une autre question sur les enquêtes et le salaire des magistrats. Alors, sur le salaire des magistrats, je ne sais pas, ça préoccupe beaucoup de journalistes, le problème du salaire des magistrats. Il faudrait que vous oubliez ça un peu. Ce n'est que justice, le fait que les magistrats ont été enfin alignés sur leurs collègues de la sous-région. Vous voyez, je ne parle même pas de la Guinée. J'avais honte quand je vais au Cameroun, quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vais tout près à Bamako, quand je compare le salaire d'un magistrat guinéen et le salaire d'un magistrat camerounais en tant que ministre de la Justice, j'avais honte. Donc je n'ai pas arrêté à embêter le chef d'État sur ce point jusqu'à ce qu'il ait accepté, puisque c'est lui qui devait le signer, le décret qui a été signé en juin 2014. Bien entendu, le président de la République a tenu compte de la situation du pays. Il y a différentes forces professionnelles chez nous, il y a des médecins qui sont fonctionnaires, il y a des enseignants de l'université ou du lycée qui sont fonctionnaires, donc il était difficilement acceptable de relever substantiellement le salaire des magistrats et pas les autres hauts fonctionnaires. Donc il a fallu par pédagogie expliquer qu'un magistrat n'est pas un fonctionnaire comme un autre. Ça c'est la tradition latine ça. Dès lors que le magistrat est extirpé de la fonction publique, n'est plus un fonctionnaire comme un autre, il faudrait absolument que le salaire suive également. C'est ce qui a été fait tout simplement. Donc c'est pourquoi je vous dis, on a simplement rendu justice au magistrat. Ce n'est pas un avantage comme peuvent penser certains. Le magistrat guinéen a été aligné sur le magistrat de la sous-région. Ça aussi, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas un blanc-seing qu'on a donné au magistrat. On est revenu à une situation qui est normale. Il appartient au magistrat, puisqu'on a un organe disciplinaire qui est là, le Conseil supérieur de la magistrature, d'être assez strict sur le comportement des magistrats et sur le respect de l'éthique, le respect de la déontologie et l'insuffisance professionnelle. Là, les citoyens peuvent nous indexer là-dessus. Vous faites n'importe quoi. Là, on pourra y répondre. Je pense que j'ai épuisé toutes les questions. Si j'ai oublié une dernière question, éventuellement. Ah, l'état des tribunaux. Voilà, ça veut dire que j'ai oublié une question. Alors, l'état des tribunaux, là, c'est un serpent de mer. C'est vraiment un serpent de mer chez nous. Vous savez, bon, je vais aller bientôt au Fouta et j'ai fait la Haute-Guinée et une partie de la Moyenne-Guinée. Et chaque fois que je vais dans une préfecture, je vais visiter les tribunaux et la prison. Alors, c'est vrai que chez nous, c'est une honte. Il faut le dire. C'est pas acceptable. Certaines infrastructures qu'on voit dans certaines préfectures. Dans le plan d'action de réforme prioritaire de la justice, c'est prévu de remédier à tout ça. Mais vous savez, c'est un travail de longue haleine. On va commencer par Conakry, on va poursuivre dans les régions et dans les préfectures du pays. Mais je vous rassure, c'est prévu dans le plan d'action prioritaire. On va essayer d'apporter. Mais vous savez, il y a un problème de ressources qui se pose aussi dans notre pays. On a eu pendant 1 an et quelques mois l'épidémie Ebola qui a freiné beaucoup de choses chez nous, y compris au niveau de la justice. Par exemple, on n'a pas pu faire la rentrée solennelle des tribunaux et des cours qui était prévue. On a été obligé de reporter à cause de l'urgence sanitaire. Au niveau des ressources de l'État, il y a eu aussi une diminution assez importante. Donc la justice n'est pas seule dans un État démocratique. Ce qui fait que certaines priorités ont été mises de côté, mais ça ne veut pas dire qu'on les a oubliées. Donc le PARJ a commencé depuis très peu de temps. Il est prévu, je l'annonce ici, puisque ça a été dit déjà à la case Bédu, certains journalistes étaient là, la construction du fameux grand tribunal de grande instance de Conakry, qui va regrouper les 3 tribunaux de la ville sur le plateau de Koloma. Ça, c'est prévu et je pense que ça sera fait assez rapidement. À côté de ça, dans les préfectures comme Kindia, comme Mamou, comme Labé, comme Kankan et ailleurs, il y a aussi un programme de construction de tribunaux. Et ça, c'est des actions à moyen et à long terme. On va y commencer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais il faudrait commencer, sinon on ne commencera jamais. Donc je vous rassure là-dessus, cette situation d'indignité dans laquelle travaillent les magistrats, nous y travaillons. Ce n'est pas acceptable, bien entendu. Je vous remercie, c'est la fin. Je remercie tout le monde pour cette conférence. Il n'y a pas eu de questions sur la CENI, donc je ne répondrai pas, puisque je n'allais pas y répondre même s'il y avait une question. Donc je pense que je demande au président de la CENI de faire une conférence de presse et de répondre éventuellement aux interrogations. Je remercie tout le monde. Merci.